Avec cette courte vidéo sur les figures de style, voici comment gagner de précieux points pour le bac. Les figures de style permettent de rendre ce que l'on veut dire plus attrayant, plus percutant ou plus convaincant. Elles sont utilisées, à l'écrit comme à l'oral, en littérature, dans les discours et même dans le langage courant. Les figures d'analogie. Les principales figures d'analogie sont la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. La comparaison met en relation deux termes, le comparé et le comparant. Pour faire cette relation entre le comparé et le comparant, cette figure de style utilise des outils de comparaison tels que, comme, semblable à, etc. La comparaison est une figure de style très utilisée dans le langage courant imagé. Par exemple, Gérard est aimable comme une porte de prison. La terre est bleue comme une orange, disait Paul Éluard dans un poème de son recueil L'amour, la poésie. Dans cette citation, le comparé est la terre et le comparant est l'orange. L'outil de comparaison est comme. Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, nous en offre un autre exemple. La musique souvent me prend comme une mer. Le comparant est ici la mer et le comparé est la musique. L'ondulation est le point commun entre la mer et la musique. Toutes deux bercent le poète. La métaphore, elle est très proche de la comparaison, mais contrairement à elle, elle n'utilise pas d'outils comparatifs. La comparaison est sous-entendue. Elle est fréquente dans le langage courant. Par exemple, on dit qu'il pleut des cordes, quand la pluie est forte. Elle nourrit aussi de nombreuses expressions comme « les yeux sont le miroir de l'âme », un cliché qui nous vient d'un texte latin de Cicéron. Dans la langue littéraire, notamment en poésie, la métaphore est aussi très présente. Parfois, la métaphore peut même être implicite. Le terme « comparé » est alors absent et sous-entendu. Ainsi, avec cette faucille d'or dans le champ des étoiles, un vers d'un poème tiré de la légende des siècles, Victor Hugo compare la lune à une faucille d'or. La personnification, elle attribue des qualités humaines à un animal ou à une chose inanimée, objet, idée, sentiment, etc. Par exemple, Daudet, dans les lettres de Montmoulin, personnifie le Mistral en homme en colère. Jean Giono personnifie un sentiment, le désespoir. Dans son ouvrage « Naissance de l'Odyssée », il écrit « Le désespoir se mit à lui manger le foie ». L'allégorie, elle incarne une idée abstraite, au moyen d'un ou de plusieurs symboles. La mort, par exemple, est souvent représentée par une faucheuse. Les allégories sont faciles à repérer. Dans 99% des cas, elles commencent par une majuscule. L'allégorie est utilisée en littérature, mais également dans d'autres arts, notamment en peinture et en sculpture. Ainsi, depuis la Renaissance, la justice est souvent dépeinte portant un glaive et une balance avec un bandeau sur les yeux. Les figures d'opposition, elles rapprochent deux éléments opposés dans un même énoncé. Les principales figures de style d'opposition sont l'antithèse, l'oxymore, le chiasme et l'antiphrase. L'antithèse, elle rapproche dans une phrase, un paragraphe ou une strophe des mots de sens contraire, des antonymes. Par exemple, dans Candide, Voltaire utilise une antithèse quand il écrit « Ici c'était le paradis, ailleurs l'enfer ». L'utilisation de termes opposés permet de marquer une opposition forte entre deux termes. Quelques exemples. Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Enfin Victor Hugo, un ver de terre amoureux d'une étoile. Par ailleurs, de nombreux auteurs ont usé de l'antithèse pour le titre de leurs ouvrages. Ainsi, Stendhal avec le rouge et le noir et Sartre avec l'être et le néant. L'antiphrase, elle exprime une idée par son contraire. En fait, on dit l'inverse de ce qu'on pense. Tu as eu un 0 en maths? Ah, bravo! L'antiphrase est très souvent employée de façon ironique. Par exemple, « Toujours à l'heure, monsieur Durand », alors qu'il est très fréquemment en retard. « Tiens, c'est drôle ça,
alors que ce n'est absolument pas drôle. L'oxymore, elle rapproche deux termes de sens contradictoires pour renforcer un propos. Ainsi, La Fontaine, dans sa fable Le lièvre et la tortue, utilise un oxymore quand il écrit qu'elle se hâte avec lenteur. De même, Camus, dans L'Étranger, parle d'un silence assourdissant. Le célèbre tableau ci-dessous, peint par Edvard Munch, illustre l'oxymore utilisé par Camus. Le chiasme, il rapproche deux énoncés selon une structure AB puis BA. Par exemple, Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Ou encore Victor Hugo dans un poème de la légende des siècles, des cadavres dessous et dessus des fantômes. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger est un autre chiasme bien connu de Molière dans l'Avare. Les figures d'insistance, d'amplification ou d'atténuation. Les principales sont l'anaphore, l'hyperbole, la gradation et la litote. L'anaphore, elle répète un mot ou un groupe de mots en début de phrase, de paragraphe, de vers ou de strophe. L'anaphore du discours du général de Gaulle, prononcé le 25 août 1944, est l'une des plus célèbres. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. L'anaphore est prisée par les orateurs et les hommes politiques, mais aussi par les poètes. Ainsi, Guillaume Apollinaire, dans son poème « Il y a des petits ponts épatants, il y a mon cœur qui bat pour toi, il y a une femme triste sur la route. » L'hyperbole, elle exagère pour mettre en valeur une idée, une réalité, un sentiment, etc. Elle est très utilisée au quotidien dans le langage courant. C'est trop bien. Je meurs de soif. Un vent a décorné les bœufs. L'hyperbole est souvent utilisée pour produire une forte impression ou pour insister sur un point. Ses moindres actions lui semblent des miracles. Molière. Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Jean-Paul Sartre. L'éternité pour moi ne sera qu'un instant. Rousseau. La gradation. La gradation utilise une série de termes selon un ordre ascendant ou descendant. Cette figure de style est un procédé d'accumulation et d'amplification. Quand elle est croissante, elle est alors formée de termes de plus en plus forts, comme par exemple « je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue », une citation tirée de Phèdre, la tragédie de Racine. Un autre exemple de gradation croissante est de la fameuse tirade du Cyrano de Bergerac de Jean Rostand. « C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. » Quand elle est décroissante, la gradation est composée de termes de plus en plus faibles. Par exemple, Racine, dans Andromaque, « Vous voulez qu'un roi meure, et pour son châtiment, vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment. » La litote est la figure inverse de l'hyperbole, en dire moins pour faire entendre plus. Dans le langage familier, par exemple, on dit « Il n'est pas mauvais ce gâteau » pour dire en fait qu'il est très bon, ou encore « C'est loin d'être faux » pour dire que c'est exact. Va, je ne te hais point, dit Chimène à Rodrigue dans le Cid, sans aucun doute, la plus célèbre litote de la littérature. Les figures de substitution. Les figures de substitution remplacent un terme par un autre terme ou par toute une expression. On retiendra les deux principales, la métonymie et la périphrase. La métonymie. La métonymie remplace un terme par un autre en raison de la relation qui les unit. Par exemple, en désignant l'effet par la cause, le contenu par le contenant, l'objet par son lieu d'origine, le concret par l'abstrait. Par exemple, quand on dit boire un verre, on ne boit pas le verre mais son contenu. L'expression est une métonymie. Contrairement à la métaphore, le lien, qui unit les deux termes, repose davantage sur la logique que sur la similitude. Par exemple, Racine dans Bérénice ne dit pas « je » mais « mon cœur », la partie de son corps qui symbolise son amour. Corneille fait de même dans le Cid avec ce vers « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Ah, quelle cruauté, qui tout en un jour tue le père par le faire, la fille par la vue.
Dans cette autre réplique de Chimène dans le Cid, Corneille use d'une métonymie quand il remplace l'objet, l'épée, par la matière, le fer. La périphrase. La périphrase remplace un mot par une expression plus complexe qui le définit implicitement. Ainsi, le lion est-il souvent nommé le roi des animaux, comme dans la fable de La Fontaine, le lion et le rat. Des villes ou des lieux sont souvent l'objet de périphrases comme la ville-lumière pour Paris. Parfois, la périphrase peut se cumuler avec une autre figure de style, comme le fait La Fontaine dans Le Chêne et le roseau. Celui de qui du ciel, la tête était voisine. La périphrase, pour désigner le chêne, est aussi une hyperbole qui grandit l'arbre au point de lui faire presque toucher le ciel. Les figures de sonorité, les trois principales sont l'allitération, l'assonance et la paronomase. L'allitération, elle répète le même son d'une ou plusieurs consonnes. Par exemple, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Dans ce vers de Racine, tiré d'Andromaque, la répétition de la consonne S dans le vers sert à renforcer le sentiment de trouble et de danger. L'assonance. L'assonance est une répétition du son d'une ou plusieurs voyelles. Un exemple très connu est celui qu'utilise Verlaine dans Chanson d'automne, un de ses poèmes saturniens. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. La paronomase. La paronomase est une figure de style qui consiste à rapprocher des synonymes ou des paronymes, des mots comportant des sonorités semblables mais avec des sens différents. Par exemple, qui s'excuse s'accuse ou qui se ressemble s'assemble. Ou encore ce vers de Verlaine, « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville ». Pour finir, une figure de style ou plutôt de rhétorique. La question oratoire, qui sous la forme d'une question, est en fait une affirmation déguisée. Par exemple, « Ne suis-je pas adorable ?